Est-ce qu'on y va, André? Go. OK. Donc, bonjour à tous. Merci d'être présents avec nous ce midi en grand nombre. Donc, pour notre premier webinaire de 2024 qui porte sur les indicateurs de performance RH. Donc, quels sont les incontournables à suivre cette année? Donc, pour la prochaine heure, voici un peu le plan de match. Tout d'abord, ma collègue et moi, on va se présenter. Ensuite, on va parler de la démarche pour sélectionner les bons indicateurs de performance RH. Ensuite, on va parler des indicateurs RH que nous avons sélectionnés, qu'on trouve intéressants à suivre en 2024. Et finalement, on va conclure par une période de questions. Donc, tout au long de la présentation, on vous invite aussi à poser vos questions dans le chat, mais vraiment à la fin, on va vraiment avoir une période où on va répondre à toutes vos questions que vous auriez posées dans le chat et que vous pourriez également poser à ce moment. Donc, tout d'abord, on y va pour la présentation. Donc, je m'appelle Émilie Ruel, je suis conseillère en analytique RH chez Cara depuis 8 ans. Donc, ce que je fais globalement chez Cara, c'est que j'aide les organisations à mettre en place leur projet d'analytique RH. Et si vous connaissez aussi le baromètre RH, donc le benchmarking en ressources humaines, c'est vraiment mon dada chez Cara. Donc, aujourd'hui, je suis également accompagnée de ma collègue que vous connaissez certainement, donc André Laforge. Donc, elle est vice-présidente et chef de produit enthousiaste chez Cara, elle aussi. Donc, elle, c'est une passionnée d'indicateurs de performance, mais vous la connaissez certainement pour l'un des nombreux blogs qu'elle a écrits sur le sujet, ou vous avez peut-être également participé à l'une des conférences qu'elle a animées sur les nombreuses tribunes sur lesquelles elle a participé. Elle a également été nommée comme étant l'une des top 50 influenceurs dans le domaine de l'analytique RH au monde. Donc, on est super heureux de l'avoir avec nous pour venir nous partager ses connaissances encore une fois ce midi. Toutes les deux, on travaille pour Cara. Donc, Cara, qui on est? C'est une firme d'analytique RH. Donc, nous, on est vraiment spécialisés en analytique RH. Ça fait 12 ans qu'on fait ça. Donc, en 12 ans, comme vous pouvez vous en douter, ça a grandement évolué au Québec, la situation en analytique RH. Et comment on le fait évoluer? On a offert beaucoup de formations sur le sujet, donc des formations sur comment bâtir un tableau de bord, comment sélectionner nos indicateurs. Et une fois que tout ça est fait, c'est quoi la prochaine étape? Ensuite, on a fait aussi beaucoup d'accompagnement auprès des organisations pour les aider aussi à progresser en analytique RH. Donc, aussi des organisations qui voulaient démarrer un projet d'analytique RH, mais qui ne savaient pas par quel bout commencer. Donc, comment combattre ce tableau de bord, les aider à sélectionner des indicateurs et ce genre de situation-là. Ensuite, on offre aussi un service d'analyse de données. Donc, l'analyse de données, ce que je veux dire par là, c'est de l'audit de la qualité de la donnée. Parce que si vous avez des indicateurs, si vous avez des analyses, des tableaux de bord, c'est super. Mais si la donnée que vous produisez, que vous utilisez pour produire tout ça n'est pas valide, alors les analyses que vous allez produire ne le seront pas non plus. Donc, chez nous, on vient s'assurer que cette donnée-là, elle est propre. Ensuite, on a une solution d'analytique RH que vous connaissez certainement aussi sous le nom de Cara. On a une plateforme de sondage, donc pour venir aider à combiner la donnée active qui provient de vos employés à la donnée passive qui se retrouve dans vos systèmes. Et finalement, on a une solution de benchmarking en ressources humaines. Vous connaissez certainement le baromètre RH qui était propulsé par l'Ordre des CRHA. Donc, c'est nous qui avons créé la technologie et c'est nous qui nous occupons aussi de la gestion de ce produit-là. Donc, Cara, on a été créé par Syntel. Syntel, c'est vraiment une firme de BI qui existe depuis plus de 35 ans, donc de BI pur. Donc, aller chercher la donnée dans les systèmes et la rendre intelligible, c'est vraiment ce qu'ils font depuis maintenant 37 ans. Ça va faire 37 ans cette année. Et ça, pour tout type de données et tout type de lignes d'affaires. Donc, tant privé, public, petite, grande entreprise, manufacturier, financier, on est à peu près partout. Ce que vous voyez actuellement sur mon écran, c'est vraiment une liste de clients qui ont fait affaire avec Cara, soit par un accompagnement ou qui possèdent notre solution. Dernière étape avant de commencer, ça, c'est avec les prochaines activités à venir. Donc, après le webinaire, vous allez recevoir un lien vers un sondage de satisfaction. Donc, encore une fois, on vous invite à répondre en grand nombre. Ça nous aide à nous améliorer, mais ça nous aide particulièrement à déterminer quel sera le prochain sujet qu'on va aborder lors de l'un de nos prochains webinaires. Donc, votre opinion est super importante sur ce sujet-là. Et ensuite, la semaine prochaine, vous allez recevoir un courriel avec la présentation. Donc, vous n'avez pas besoin de prendre des notes ce midi. On va tout vous envoyer le matériel. Et vous aurez également le lien vers la vidéo. Donc, si jamais vous devez quitter un petit peu plus tôt, vous allez recevoir quand même la vidéo. Sinon, notre prochaine activité a lieu la semaine prochaine, donc le 1er février. Donc, c'est le même webinaire qu'on va offrir, mais en anglais. Donc, si jamais vous avez des collègues ou des connaissances anglophones qui s'intéressent à l'analytique RH, on vous invite à partager notre activité. Et finalement, notre prochain webinaire va avoir lieu le mercredi 13 mars, donc
Normalement, on les offre le jeudi, mais là, on change nos habitudes. Ça va être le mercredi 13 mars et ça va porter sur le sujet de démystifier les tableaux de bord RH qui existent. Mon collègue Gauthier va mettre dans le chat, dans quelques secondes, le lien vers le formulaire d'inscription. Donc, vous pouvez déjà vous inscrire si cette activité vous intéresse. Ça y est, on commence. Donc, la démarche pour choisir les bons indicateurs de performance en ressources humaines. Tout d'abord, il faut parler de ces tableaux de bord, bien entendu. Donc, les tableaux de bord, il faut les revoir régulièrement. Puis là, je ne parle pas de revoir son tableau de bord à tous les mois, mais au moins une fois par année ou à chaque fois qu'un gros événement vient bouleverser le cours de votre organisation. Au cours des 3 dernières années, il y en a eu aussi. Vos plans, vos objectifs stratégiques ont certainement été bouleversés par un des événements mondiaux, puis là, je vous en nomme un, la pandémie. On compte aussi des événements mondiaux, donc tout ce qui est inégalité raciale qui ont modifié de façon permanente, je dirais, les attentes des employés en matière d'emploi. Donc, les facteurs de différenciation pour attirer et retenir, donc fidéliser les talents, incluent désormais de nouveaux facteurs comme la flexibilité du travail, de meilleurs engagements en matière de santé et bien-être, et aussi en matière de diversité, d'équité et d'inclusion. Et là, on va aller sur comment on fait pour choisir les bons indicateurs? Donc, chez nous, il y a 11 facteurs. Donc, le premier, donc comprendre les objectifs de l'entreprise. Ça, on le dit jamais assez, on le dit à vrai dire tout le temps. Donc, vous devez identifier les objectifs généraux de votre entreprise et aligner directement vos KPI RH sur cette stratégie. Donc, même votre stratégie en ressources humaines devrait découler de votre stratégie globale. Mais ça, c'est une autre histoire sur laquelle on n'embarquera pas vraiment ce midi. Ensuite, vous devez consulter les différentes parties prenantes. Donc, vous devez impliquer les différents acteurs de votre organisation, notamment la direction. Ensuite, les responsables RH. Vous pouvez impliquer les gestionnaires. Donc, vous pouvez aller les voir puis leur demander c'est quoi qu'ils veulent savoir en matière de talent. Et ensuite, les employés eux-mêmes pourraient vous aider à identifier certains besoins spécifiques. Ensuite, le numéro 3, c'est identifier les processus clés RH. Donc, vous devez identifier les processus RH qui contribuent directement à l'atteinte de la réalisation des objectifs organisationnels. Ensuite, le numéro 4, définir les critères de performance. Donc, c'est important d'établir des critères de performance qui vont être clairs et mesurables pour chacun de vos processus RH. Ces critères doivent être alignés sur les objectifs stratégiques. Voici quelques exemples. Vous voulez réduire le délai d'embauche d'une vingtaine de jours. Vous voulez augmenter votre nombre d'employés ayant suivi une formation spécifique d'au moins 25. Vous voulez maintenant avoir un taux de roulement inférieur à 15. Vous voulez maintenir un taux de mobilisation des employés supérieur à 70. Donc, ça, ce sont vraiment des exemples précis. Ensuite, le numéro 5, vous allez pouvoir faire la sélection des indicateurs. Donc, sélectionner les indicateurs. Vous devez choisir des indicateurs de performance qui reflètent le mieux votre performance, qui reflètent mieux la performance des processus RH que vous avez identifiés. Donc, en résumé, l'étape 4, elle sert vraiment à formuler des objectifs concrets, alors que l'étape 5 va vous permettre de choisir des indicateurs, donc des KPI pertinents, qui consistent à identifier les indicateurs spécifiques qui mesurent ces objectifs. Dans certains cas, l'objectif et le KPI peuvent être vraiment intimement liés, comme dans l'exemple du délai de recrutement. Bref, j'espère que ça clarifie le processus. Ensuite, vous devez évaluer la faisabilité de la collecte de données. Donc, vous devez vous assurer que la collecte des données nécessaires pour mesurer vos KPI est réalisable. Vous devez avoir des données qui sont accessibles. Donc, les données qui ne sont pas accessibles ou qui sont difficiles à obtenir peuvent rendre vraiment vos KPI, vos indicateurs inefficaces. Donc, dans le cas échéant, voici ce que vous pourriez faire. Vous pourriez réévaluer la pertinence de vos indicateurs. Vous pouvez modifier cet indicateur si l'indicateur est important, mais que les données sont difficiles à obtenir. Vous pouvez envisager de modifier pour le rendre plus réaliste. Vous pourriez investir dans l'infrastructure de collecte de données ou encore vous pourriez remplacer cet indicateur-là par un autre dont l'information, quant à elle, est disponible. Ensuite, le point 7, c'est mise en place de seuils de performance. Donc, vous devez établir des seuils de performance pour chaque KPI. Ça va vous permettre d'identifier clairement quand la performance est satisfaisante et quand des actions correctives doivent être apportées vraiment. Ensuite, le point 8, vous devez vous assurer de la pertinence au fil du temps. Donc, c'est important de vérifier régulièrement la pertinence des indicateurs de performance que vous avez sur votre tableau de bord. Bien entendu, vos besoins organisationnels évoluent, donc c'est important que vos KPI soient ajustés également aussi en conséquence.
Ensuite, le point 9, communiquer et expliquer. Vous devez informer votre équipe sur les nouveaux KPI. Vous devez leur expliquer l'importance de ces KPI-là et vous assurer que les personnes qui sont concernées comprennent comment leurs actions contribuent à l'atteinte des résultats aussi. Vous devez mettre en œuvre progressivement aussi votre choix d'indicateur. Donc, ça, on l'a répété quand même très souvent dans des blogs, dans des formations ou encore dans des webinaires. Quand on parle de mettre en place des KPI, on dit d'y aller progressivement pour permettre une adaptation en douceur pour identifier tout problème potentiel. Donc, comme on dit si souvent, commencer petit, commencer avec peu d'indicateurs, puis augmenter au fur et à mesure que la situation progresse. Et finalement, le dernier, analyser les indicateurs et les ajuster si nécessaire. Donc ça, par exemple, ça implique une surveillance régulière des indicateurs de performance que vous avez choisis et que vous preniez action en fonction des analyses qui en sont produites. Donc l'analyse en continu permet de détecter des tendances, ça permet de détecter les écarts, les changements significatifs aussi dans vos données. Si vos résultats ne sont pas conformes à vos attentes ou s'ils indiquent des opportunités d'amélioration, ben, des ajustements peuvent être apportés aussi aux stratégies, aux processus ou même aux indicateurs aussi. On continue. Et finalement, c'est le dernier point que je vais aborder avec vous avant qu'André prenne le relais. Donc, chercher une aiguille dans une botte de foin, donc pour la sélection des indicateurs. Comme on le dit si souvent, c'est important, puis comme je l'ai dit il y a quelques secondes, c'est important de partir de votre stratégie globale, donc des objectifs stratégiques de votre organisation pour pouvoir aligner vos indicateurs dessus. Donc, les indicateurs de performance en ressources humaines, il en existe plus de 500. Donc, vous avez de quoi vous amuser en masse. Puis ça, ils sont sous différents domaines, tant sur la démographie, le finance, le roulement. Donc, vous en avez pour à peu près tout. Ensuite, la règle qu'on dit ou qu'on recommande chez Cara, c'est la règle du 80-20. Donc, 80 d'indicateurs standards et 20 d'indicateurs personnalisés. Qu'est-ce que je veux dire par indicateur standard? Par exemple, le taux de roulement volontaire. Donc, le taux de roulement volontaire, c'est le total de démissions sur le total plus les départs à la retraite divisé sur le nombre moyen d'employés. Donc, ça, c'est la règle. C'est la formule qui est à utiliser pour le taux de roulement volontaire. Donc, ça, c'est un indicateur qui est standard. De son côté, le 20 d'indicateurs personnalisés, on peut compter notamment l'indice de qualité de l'embauche. Donc, c'est un indicateur qu'on vous avait présenté, je ne sais pas si vous étiez présent, lors du webinaire sur les indicateurs en acquisition de talent qu'on a donné au printemps dernier. Donc, c'est un indicateur qui combine plusieurs autres indicateurs, 4 ou 3 indicateurs, et que vous pouvez pondérer également les résultats de chacun pour venir déterminer lequel a le plus de pertinence et d'importance. Donc, ça, c'est vraiment un indicateur qui est personnalisé et adapté à votre organisation. Et finalement, dernier point, combien d'indicateurs vous devriez suivre? Ça, c'est une question qu'on nous pose quand même assez souvent. Donc, pour choisir vos indicateurs, nous, on vous demande de vous aligner sur les objectifs stratégiques. Donc, la moyenne des organisations, les organisations ont en moyenne moins de 5 indicateurs. Et nous, ce qu'on recommande, c'est de 5 indicateurs. Excusez-moi, je vais recommencer. Chaque organisation a en moyenne moins de 5 objectifs stratégiques. Et nous, ce qu'on recommande chez Cara, c'est d'avoir un maximum de 2 à 3 indicateurs par objectif stratégique. Donc, si vous avez 5 objectifs stratégiques au sein de votre organisation, vous devriez avoir 15 indicateurs ou moins sur votre tableau de bord. Voilà, André, je te cède la parole à partir de maintenant sur les indicateurs RH à surveiller pour 2024. Parfait. Je vais partager mon écran. Voilà. Là, je vais juste parce que je ne veux pas vous perdre. Amy, c'est si. Donc, c'est vrai, on répond à la fin. De toute façon, on répond à la fin aux questions. Bon. Avant de débuter avec les indicateurs à suivre, puis je sais que vous avez hâte, là, à moins que vous étiez à l'activité hier avec l'Ordre des CRHA où ils sont supposés avoir diffusé un petit vidéo là-dessus, mais aujourd'hui, vous allez en savoir beaucoup plus là, sur les indicateurs à suivre. Amy, elle vous a exposé une bonne démarche là, pour choisir vos indicateurs de performance. Vous êtes les mieux placés pour choisir les bons indicateurs à suivre et ceux à mettre sur votre tableau de bord. Puis c'est certain qu'on peut vous donner un petit coup de main là, chez Cara. Cependant, comment moi je m'y suis pris pour faire la sélection des indicateurs que vous allez voir aujourd'hui? Ben, c'est une démarche là, qui prend un certain temps. Je regarde ce qui se passe dans l'économie, je regarde ce qui se passe dans l'actualité.
je regarde surtout ce qui se passe aussi dans le merveilleux monde des ressources humaines, là. Je me questionne sur les différents enjeux auxquels on fait face actuellement en RH. Je regarde aussi les différentes tendances RH, ce qu'on voit arriver là, en RH pour les prochaines années. Je suis chanceuse. J'ai accès aussi à plein de chiffres qui viennent de nos différents clients et plein de problématiques que vivent nos clients. Donc, je peux avoir une vue un peu plus globale, étant donné là, notre présence avec Cara. Cependant, je n'ai pas de boule de cristal, OK? Et mon but aujourd'hui, c'est vraiment de vous faire réfléchir. Réfléchir à des indicateurs que peut-être vous n'auriez pas pensé, OK? Fait que voilà. Fait que si on commence avec le premier domaine, là, pénurie de talent et rétention, on l'a vu, là, le taux de chômage, il commence à remonter un peu. On a vu là, entre avril et novembre 2023 une augmentation de 0,8 points de pourcentage. On peut aussi regarder, puis ça, je lisais ça ce matin, là, deux mesures importantes, là, le ratio de postes vacants versus le chômage, donc le nombre d'emplois disponibles par rapport au nombre de personnes qui cherchent du travail, puis le ratio de démission. Au Canada, là, ces indicateurs-là sont en train de se relâcher fortement. OK? Donc, les taux de roulement là, vont commencer à baisser dans les organisations. Ça a déjà commencé à baisser. Puis aussi, l'inflation des salaires devrait ralentir. OK? Fait que vous voyez, on va retourner selon moi, puis pas rien que selon moi, là, selon les différents économistes, vers un peu ce qu'on avait là, en pré-pandémie. Mais ça reste quand même qu'il y a beaucoup d'organisations qui ont de la difficulté à trouver les bons talents. Si on interroge là, les gestionnaires dans les organisations, 90 du temps, ils nous disent qu'ils ont de la misère à embaucher certains types de talents. Les recruteurs trouvent aussi que les délais d'embauche ne se raccourcissent pas, là, OK? Même dans 53 des cas, c'est le manque de qualification des candidats là, qu'on voit. Donc, les gens n'ont pas les qualifications requises. Fait que tout ça fait en sorte que peut-être qu'il faut commencer à regarder le problème différemment, puis peut-être qu'il faut regarder nos employés expérimentés. OK? Il est peut-être temps là, de commencer à vouloir retenir les travailleurs expérimentés, c'est-à-dire ceux qui prendront leur retraite dans les prochaines années. Là, j'ai mis rétention des employés de plus de 30 ans d'ancienneté. J'ai mis un chiffre 30, là, mais c'est peut-être 25, c'est peut-être 35. Ça va dépendre de votre organisation, là. Les avantages sont nombreux à faire ça. Entre autres, le maintien et la transmission de connaissances, la possibilité de mentorat, la réduction des coûts de formation et aussi la stabilité de la main-d'œuvre. OK? Il y a probablement bien d'autres facteurs là, qu'on peut tenir compte. Donc, l'indicateur, c'est vraiment le taux de roulement des employés expérimentés. Cet indicateur-là, il se calcule par le nombre de départs d'employés expérimentés sur le nombre moyen d'employés expérimentés. OK? Comme je vous disais, je dis 30 ans, là, mais ça s'ajuste selon votre organisation. Vous auriez pu aussi regarder le taux de roulement des employés de plus de 63 ans, 65 ans, 60 ans. Ça aussi, ça aurait pu être un autre indicateur. Mais l'indicateur aussi, c'est les taux de départ à la retraite. Là. Ça, c'est un bon indicateur à regarder. Puis, si votre taux de départ à la retraite est élevé, bien, vous pourriez peut-être vous dire, bien, tentons de baisser notre taux de départ à la retraite. Ça va vouloir dire que vous allez retenir des gens là, qui étaient prêts à partir à la retraite. Puis, il y a probablement des organisations où ça ne s'applique pas du tout, là, OK? Vous n'avez peut-être même pas aucun employé qui est près de la retraite, là. Fait que c'est pour ça qu'il faut faire attention avec ces indicateurs-là. Il faut que ça s'adapte à votre organisation. Fait que je dirais qu'il y a peut-être d'autres indicateurs là, pour faire la lumière. Bien, de regarder votre âge moyen à la retraite, c'est quoi dans votre organisation? Puis c'est quoi l'âge moyen de vos employés? Puis comparer les deux, là. Tu sais, si votre âge moyen est très bas,
probablement que vous n'avez pas beaucoup d'employés qui sont près de la retraite. Vous pourriez aussi regarder les employés qui sont admissibles à la retraite dans votre organisation. Donc, ça voudrait dire là, le nombre d'employés qui pourraient être considérés, en tout cas plus de 65 ans. Si vous avez un haut nombre d'employés admissibles à la retraite, bien là, il est peut-être temps, là, c'est peut-être un bon bassin sur lequel travailler. Mais ça va dépendre de votre taille aussi. Si vous avez un 5 je dirais, là, donc d'employés admissibles à la retraite, bien, je pense que là, vous avez un bon bassin sur lequel travailler. Puis les employés de près de la retraite, bien, ça, c'est ceux qui vont avoir plus de 60 ans, là, donc, hein, ils sont peut-être à 5 ans de leur retraite, 3 ans de leur retraite. Bien, ça, regardez votre pourcentage. Si votre pourcentage tourne autour du 8-10 vous avez là encore là, un bassin sur lequel travailler. Mais ça aussi, ça vient vous indiquer d'autres choses. Ça vient vous indiquer que si vous n'êtes pas capable de retenir ces gens-là, vous avez peut-être des plans de relève à mettre en place. Là, OK? Donc, ça, c'est des indicateurs intéressants à regarder. C'est en discutant avec Amy sur la formule de l'indicateur précédent, là, parce qu'au départ, je disais, c'est quand j'ai dit à Amy, le taux de rétention des employés expérimentés. Amy, c'est elle qui montait la présentation, fait qu'elle a commencé à écrire la formule de calcul, puis là, elle m'a dit, mais André, je ne vois pas comment on peut utiliser le taux de rétention parce que le taux de rétention, on vient indiquer le nombre d'embauches de gens là, dans une cohorte particulière. Donc, le taux de rétention ne s'appliquait pas vraiment. Mais ça m'a fait réfléchir qu'il y a certaines organisations qui ont une pénurie de talent et qui vont aller puiser dans d'autres bassins. Donc, ils vont aller puiser dans les gens qui sont à la retraite. Tu sais, on a vu ça là, dans les quincailleries. Ils sont allés puiser dans ces bassins de talents-là. Donc, si vous avez une initiative d'aller chercher dans ce bassin, bien là, l'indicateur à regarder est vraiment le taux de rétention des employés de 60 ans et plus. Et là, quand on regarde là, puis là, je dis 60 ans, ça aurait pu être 65 aussi, là, tu sais. Ça, regardez vraiment, là, c'est quoi votre initiative? C'est quoi l'initiative que vous voulez mettre en place dans votre organisation? Mais quand on regarde cet indicateur-là, vous voyez, la formule de calcul est différente là, de la formule de calcul du taux de roulement. Le taux de roulement, on regarde le nombre de départs sur un nombre moyen d'employés, tandis qu'ici, on vient vraiment regarder le nombre de 60 ans et plus au début de la période, puis nos embauches de 60 ans et plus, moins nos départs de 60 ans et plus. Donc, il y a le concept d'embauche là-dedans. Là. OK? Donc, ça, le taux de rétention, moi, j'aime bien l'utiliser quand on a une initiative de recrutement, puis qu'on veut suivre une cohorte particulière. Donc, le taux de rétention des employés de 60 ans et plus, le taux de rétention des employés qu'on a embauchés dans une université spécifique. Donc, quand on a une cohorte vraiment à cibler, le taux de rétention est un bon indicateur. Si vous avez, pourquoi là, on voudrait aller chercher des gens de 60 ans et plus? Mais bien sûr, ça nous donne accès à une cohorte, un bassin de candidats expérimentés. Ça favorise l'inclusion sociale, puis ça nous donne accès à des nouvelles connaissances aussi. Puis dites-vous aussi que les employés de 60 ans et plus, habituellement, ils ont des qualités que les plus jeunes n'ont pas. Hein? D'autres indicateurs là, pour mettre en lumière ça, pour faire la lumière là-dessus aussi, bien, si vous avez une initiative justement d'aller puiser dans un bassin, un nouveau bassin, bien, assurez-vous que vous avez des candidats, OK? Donc, que vous recevez des candidats. Donc, le nombre de candidatures de 60 ans et plus. Vous pourriez aussi regarder le taux d'acceptation des offres que vous faites aux gens de 60 ans et plus. Vous réussissez à avoir des candidats, mais ils n'acceptent pas vos offres. Donc, comprendre les raisons de refus de ces offres-là, parce que peut-être que vos conditions ne sont pas assez flexibles pour les gens de 60 ans et plus. Puis aussi, regardez si vous avez réussi à les embaucher, ces gens-là, mais puis qui quittent, bien, regardez les raisons de départ. Puis quand je mets répartition, là, c'est la répartition des raisons de départ. C'est quoi le pourcentage là, que c'était dû aux conditions de travail, à la flexibilité, etc. Fait que voilà, peut-être d'autres indicateurs là, pour faire la lumière sur
le taux de rétention des 60 ans et plus. Maintenant, si on regarde la santé et le mieux-être, cette année, là, je vous parle du taux d'utilisation du programme d'aide aux employés. L'année passée, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous parlais là, du pourcentage, du taux d'invalidité psychologique, de taux d'incidence en invalidité psychologique. Je pense que la santé mentale, OK, reste encore une grosse préoccupation dans les organisations. Puis on le voit aussi avec les statistiques là, de l'Observatoire en milieu de travail, là, que ça reste une grosse préoccupation. Pourquoi le taux d'utilisation du programme d'aide aux employés? C'est que le programme d'aide aux employés, on a démontré qu'un taux d'utilisation élevé du programme d'aide aux employés, ça avait un impact sur la santé mentale des employés, sur leur bien-être et même sur leur performance. Puis là, quand je parle de programme d'aide aux employés, pensez aussi programme d'aide aux employés et familles, là, parce que si l'employé va bien, mais il y a quelqu'un dans sa famille qui va moins bien, mais il va y avoir de l'impact là, sur sa performance au travail. Là. Donc, vous voyez ça plus large. Donc, quand là, le taux est élevé d'utilisation, ça démontre là, que c'est bon d'avoir un taux élevé parce qu'on est plus en mode préventif qu'en mode on éteint des feux. Là. On est en mode prévention. Quand il est bas, bien entendu, il est peut-être temps de publiciser davantage là, votre programme. Vous voyez aussi, puis ça, j'aurais peut-être dû en parler dans le taux de roulement. Quand on utilise un taux, habituellement, j'aime bien utiliser au dénominateur, donc dans le bas de ma formule, le nombre moyen d'employés. OK? Pourquoi on utilise le nombre moyen d'employés? C'est parce que votre main-d'œuvre peut peut-être fluctuer d'un mois à l'autre. Et en utilisant la moyenne des employés par mois et ensuite en faisant la moyenne annuelle, ben, on est plus précis dans notre calcul. Fait que, tu sais, les gens pourraient se dire, ben, je pourrais utiliser mon nombre d'employés à la fin de la période, là, à la fin de l'année. Si votre main-d'œuvre ne fluctue pas du tout, oui, ça peut faire, mais prenez pas de chance. Utilisez le nombre moyen d'employés au dénominateur. Ça vous permet là, de faire face à ces fluctuations-là d'employés. D'autres indicateurs là, qu'on devrait regarder avec le taux d'utilisation du PAE, c'est le nombre de consultations, c'est-à-dire le nombre de fois par employé, notre moyenne de consultations par employé. Donc, c'est le nombre de fois que les employés utilisent le service ou le programme, le programme PAE, que ce soit pour des conseils psychologiques, des conseils juridiques, des conseils financiers. C'est important là, de regarder notre nombre moyen de consultations par employé. La satisfaction des employés aussi par rapport à notre PAE. OK, le retour positif des employés quant à l'utilité et à la qualité des services offerts peuvent également être un indicateur important. Puis, il y a aussi le taux d'absentéisme. OK, on peut suivre le taux d'absentéisme. Ça peut nous aider là, à regarder si notre programme réussit à réduire l'absentéisme, c'est souvent un signe là, que les employés bénéficient des services offerts. Bon, leadership et mobilisation, j'ai mis ça ensemble parce que selon moi, ça a un gros, il y a un gros lien à faire entre un bon leadership et la mobilisation des employés. Parce que la valeur d'une entreprise, elle repose sur la valeur des gens qui y travaillent. Et ces personnes vont atteindre leur plein potentiel quand ils sont encadrés par des leaders qui sont humains et solides. Vous investissez sûrement dans je dis sûrement, si vous ne le faites pas, vous avez probablement l'intention de le faire, mais dans des programmes de soutien et de développement de vos leaders, OK, de vos dirigeants. Mais comment on s'assure que nos programmes fonctionnent réellement? Le prochain indicateur, c'est le taux de confiance envers le leadership. Cet indicateur-là peut découler directement de votre sondage d'engagement ou de mobilisation. Vous n'avez qu'à inclure des questions qui sont spécifiques
au leadership dans votre sondage. Puis habituellement, si vous avez un bon sondage de mobilisation, il va y avoir une section sur le leadership, là. Ça, un taux de confiance, quand votre taux de confiance envers le leadership est élevé, bien, c'est un indicateur positif de la santé organisationnelle. C'est aussi, ça a un impact sur la motivation, sur l'engagement, la mobilisation des employés. Puis, ça renforce aussi la culture de l'organisation. La confiance envers le leadership, c'est un élément clé là, de la culture d'entreprise. En renforçant la confiance, l'organisation peut contribuer à créer une culture où les employés se sentent valorisés, écoutés et alignés sur les objectifs de l'entreprise. Donc, le taux de confiance envers le leadership, là, dans le fond, c'est qu'on somme les employés qui sont satisfaits envers le leadership. Donc, on a probablement des questions spécifiques. On enlève ces questions-là, puis on vient vraiment focuser sur elles. Puis donc, on est capable d'avoir le taux de satisfaction des employés envers le leadership, puis on divise par le nombre de réponses au sondage. Donc, et là, ça va nous donner un taux de confiance envers le leadership. Quels indicateurs sont impactés par une hausse ou une baisse du taux de confiance? Parce que vous devriez suivre cet indicateur-là parce que il va être, je vous dirais qu'il va être prédictif. OK? Quand la baisse, le taux de confiance baisse, dites-vous que il y a d'autres choses qui se passent dans l'organisation et vous devriez monitorer ça régulièrement parce que ça va vous aider avec votre taux de rétention. OK? Quand le niveau est élevé de confiance envers le leadership, généralement, les employés, ils restent. OK? Et au contraire, quand ça baisse, bien, la rétention baisse. L'engagement, c'est la même affaire. OK? Le leadership, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment un pilier là, de votre mobilisation. Le taux de satisfaction des employés aussi va baisser si votre taux de confiance baisse. L'absentéisme, OK? Votre taux d'absentéisme, si vous avez un faible niveau de confiance, ça peut contribuer à un environnement de travail négatif, ce qui peut traduire par un taux d'absentéisme plus élevé. Puis, si vous avez déjà regardé nos autres webinaires, les retards d'un employé augmentent, l'absentéisme augmente, puis ensuite, ben, c'est le roulement, OK? Fait qu'il y a un lien, là, il y a un lien direct entre l'absentéisme et le roulement. Donc, c'est peut-être commencer à surveiller ça quand le taux d'absentéisme commence à augmenter. Dites-vous qu'il y a peut-être du roulement qui s'en vient. Et aussi, vous pouvez utiliser votre nombre de CV reçus. OK? Donc, la réputation, ça peut vous aider. Là, le taux de confiance envers le leadership, ça fait en sorte que vous avez une meilleure attractivité des talents. La réputation de l'organisation, y compris la confiance envers le leadership, joue un rôle crucial dans l'attraction de talents. Donc, le nombre de CV reçus pourrait avoir tendance à augmenter quand votre taux de confiance envers le leadership augmente. Passons maintenant au quatrième domaine, la mobilité interne. OK? Comme professionnel RH, je suis persuadée que vous devez vous assurer que votre bassin de gestionnaire, OK, ou votre pipeline de gestionnaire soit bien développé. Et pour ce faire, vous pouvez commencer par mesurer votre taux de promotion pour des postes de gestion. OK? Cet indicateur-là, il y a un certain lien avec le précédent, OK, avec le leadership, bien entendu. Donc, avec vos programmes de développement du leadership aussi. Mais favoriser la promotion interne de nouveaux leaders peut apporter des avantages significatifs. OK? Réduction des coûts de recrutement. Quand on promouvoit à l'interne, c'est beaucoup plus rentable que d'aller, puis là, je parle vraiment en termes de coûts, là, que de recruter à l'externe. Les coûts liés au recrutement, à l'intégration, à la formation de vos nouveaux gestionnaires sont souvent plus élevés quand vous allez les recruter à l'externe que la promotion interne. Puis probablement aussi quand vous allez recruter à l'externe, les salaires ne sont pas les mêmes non plus, OK? Donc, le salaire va être probablement plus élevé si vous allez recruter un gestionnaire à l'externe.
La fidélisation des talents. La promotion interne démontre aux employés que l'organisation reconnaît et valorise leurs compétences et leurs contributions. Donc, on favorise la mobilité, favorise la promotion. Ça a aussi un avantage au niveau de la stabilité et la continuité. Les employés promus en interne, ils ont généralement déjà la connaissance de l'organisation, ils ont une connaissance de la culture organisationnelle, les processus internes, des valeurs de l'entreprise. Donc, ça contribue à la continuité, à une transition plus fluide vers de nouveaux rôles de gestion. Cependant, OK, si vous voulez changer votre culture organisationnelle, bien là, peut-être que justement, il ne faut pas y aller par de la promotion interne, il faut y aller vers l'externe. Hein? Et motivation et engagement ou satisfaction des employés, là, les opportunités de promotion motivent les employés. Fait que, votre taux de promotion est un indicateur important quand vous êtes en recrutement aussi pour démontrer qu'il y a la possibilité de croître dans l'organisation. Bon, vous êtes une petite organisation, il n'y a peut-être pas tant de niveaux que ça hiérarchique. Bien là, parler plus de taux de mobilité interne là, quand on est en attraction. Dire dans notre organisation, tu n'es pas sur ton poste pendant 10 ans, c'est qu'on va te permettre de croître, donc d'avoir d'autres responsabilités, d'être mobile dans notre organisation. Donc, d'autres indicateurs là, pour faire la lumière là-dessus, sur le taux de promotion interne, dans des postes de gestion, bien, il y a le taux de participation au programme de développement du leadership. Puis là, participation des employés et des gestionnaires. Là. Donc, si vous avez un programme de développement du leadership, regardez bien votre taux de participation. La durée moyenne dans le même rôle. La durée moyenne qu'un employé passe dans un même rôle peut fournir des informations sur la mobilité, OK, et les opportunités de progression. Le taux de rétention des employés promus, est-ce qu'on promouvoit des gens, puis après ça, ils quittent? Ça ne va pas bien, ça. Fait que ça, c'est quelque chose à regarder. La satisfaction des employés promus, c'est important aussi. Le taux de diversité dans les promotions. Assurer que la diversité dans les promotions, c'est un indicateur de la manière dont l'organisation favorise l'équité et l'inclusion dans ses pratiques de promotion interne. Donc, si la diversité, équité, inclusion est importante, le taux de diversité dans vos promotions va être important aussi. Puis aussi le délai de comblement d'un poste de gestion. Si vous travaillez bien sur vos bassins internes, bien, vos délais de comblement vont être probablement nuls quand on fait de la promotion interne et que vous êtes prêt justement à le faire. Finalement, le dernier domaine, c'est finances et efficacité opérationnelle, OK? La situation économique actuelle, OK, qu'on voit, qu'il y a eu avec la hausse des taux d'intérêt, on pense que ça va se mettre à rebaisser, mais la hausse des taux d'intérêt qu'on a eu pour contrer l'inflation, ça a amené beaucoup de pression, OK, sur de nombreuses organisations pour recadrer leur stratégie et leurs objectifs. L'environnement économique est hostile actuellement, OK? Puis ça, c'est sûr que ça va avoir un impact sur vos pratiques RH, OK? On est habituellement les premiers qu'on coupe d'un budget. Je ne vous apprends rien, là, OK? Donc, il faut vraiment que vous faites plus avec moins. Puis je vous le dis, le mot là, qu'on va entendre le plus en 2024, là, c'est productivité. Et je vous le dis qu'on va l'entendre, ce mot-là. Et une mesure de productivité facile à calculer, c'est le revenu par employé. Et ça, les revenus par employé, on prend nos revenus totaux puis on divise par notre nombre d'employés. OK? C'est assez simple à calculer. Et ça, les revenus par employé, il existe des benchmarks pour ça. OK? Pour être en mesure là, de calculer vos revenus par employé. Mais c'est certain que faut que vous vous benchmarkiez dans le même secteur d'activité là, que vous. Donc, calculer ça, ben, quand votre revenu par employé augmente, ça veut dire que vous faites plus d'argent, mais avec le même nombre d'employés. Hein? Ça veut dire que vous êtes plus productif, plus efficace. Donc, ça vous aide à évaluer l'efficacité opérationnelle. C'est un indicateur de productivité. Puis, ça vous permet aussi de mieux gérer les coûts. En surveillant le revenu par employé, les organisations peuvent mieux comprendre comment les coûts liés à la main-d'œuvre impactent leur rentabilité.
Ça peut guider vos décisions en matière de recrutement, de formation et d'optimisation des processus. Puis comme je le disais, c'est important vous pouvez comparer intersectoriellement cet indicateur-là. D'autres indicateurs pour faire la lumière là, sur la productivité, les revenus par employé, bien entendu, il faut parler de coût total de main-d'œuvre. Donc, il faut que vous soyez conscient du coût de main-d'œuvre dans votre organisation. Un autre indicateur important à regarder en même temps que le revenu par employé, c'est le profit par employé, ou la marge bénéficiaire brute par employé. C'est une autre mesure de la productivité qui intègre deux facettes importantes là, de la gestion, les revenus et les dépenses. Tantôt, quand on était en revenu par employé, on ne tient pas compte des dépenses. Donc, on pourrait avoir un revenu par employé qui augmente, mais si on n'est pas profitable, ça ne va pas bien. Donc, c'est peut-être important là, de regarder ces deux indicateurs-là là, ensemble. Puis, il y a un autre indicateur intéressant, c'est le taux de rendement du capital humain. Ça, c'est un indicateur qui est dans le baromètre RH de l'ordre et de CARA. Donc, c'est intéressant là, de pouvoir regarder cet indicateur-là parce que le taux de rendement du capital humain, ça vient vraiment nous dire combien rapporte l'investissement en capital humain. Okay? C'est vraiment un ratio de productivité de la rémunération qui aide l'employé à savoir si on en a pour notre argent. Pour être un succès, la valeur du taux de rendement du capital humain doit être plus grand que 1. OK? Donc, par exemple, si vous avez un taux de rendement du capital humain de 1,2, ça indique que pour chaque dollar investi en main-d'œuvre, il y a 1,20 $ qui est retourné à l'entreprise sous forme de revenu. Okay? Donc, c'est ça le taux de rendement du capital humain. Et taux de roulement des employés. Le taux de roulement mesure le nombre d'employés qui quittent l'organisation, mais dites-vous que le roulement, ça coûte excessivement cher. Fait que j'aurais pu ajouter aussi le coût du roulement. OK? Donc, taux de roulement des employés, si vous réussissez à baisser ça, vous allez améliorer votre revenu par employé. OK? Je vous le garantis. Fait que voilà, Amy, j'ai terminé. Oui. OK. Hey, mais moi, j'aimerais qu'on revienne sur les indicateurs financiers juste avant. Oui. 2 petites secondes. Parce Oui. qu'on regarde, admettons, le taux de rendement du capital humain, on recommandait souvent de le calculer pour l'année, étant donné que des fois, on a des baisses dans les périodes, tout dépendant, tu sais, le cycle dans l'année. Oui. Des fois, on est moins productif à l'été qu'à l'hiver, ce genre de choses-là. Oui. Fait qu'on disait que c'est important que pour l'année, le taux de rendement soit supérieur à 1. Le profit par employé puis le coût total de main-d'œuvre, le taux de roulement des employés. Le taux de roulement des employés, c'est important de le faire à tous les mois au moins. Mais le profit par employé, c'est important de le regarder justement par trimestre ou plus par année? Moi, même le taux de rendement du capital humain, je pense qu'on est rendu qu'on devrait le regarder par trimestre. Oui. Le profit par employé, puis on le regarde par trimestre, puis probablement, tu as raison, il y a des trimestres où on va être moins bon, puis c'est normal parce qu'il y a une saisonnalité dans notre organisation. Mais on le compare, le trimestre 3, par exemple, avec le trimestre 3 de l'an dernier. Ça, c'est une bonne comparaison parce que cette saisonnalité-là, à moins que ce soit une nouvelle saisonnalité, mais habituellement, quand on est dans un secteur d'activité, la saisonnalité, elle revient à toutes les années au même moment. Donc, c'est important de comparer nos indicateurs là. C'est sûr qu'on n'ira pas calculer ça à tous les mois, ça devient peut-être un peu exagéré, là, mais trimestriellement, je pense que c'est important de suivre nos indicateurs financiers, puis surtout de les comparer aux années précédentes, aux périodes précédentes pour voir les tendances. OK? C'est ça qui est important de faire. Super. Voilà. Merci. Génial. Donc, on peut retourner. Je vais te on peut laisser retourner. Ouais, on OK. peut retourner à la liste des listes. Donc, si jamais vous cherchez d'autres indicateurs, justement, que vous pourriez utiliser, donc vous êtes à la recherche en ce moment pour votre conception de tableau de bord, on vous a proposé quelques indicateurs à suivre en 2024, mais si vous en cherchez d'autres, on a publié en 2020 un blog qui fait vraiment un peu une sélection un peu plus exhaustive d'indicateurs de performance. Bien entendu, vous ne trouverez pas les 500, mais vous avez quand même une très bonne liste d'indicateurs qui vont se retrouver là sous différents domaines. Donc, si jamais ça vous intéresse, le lien est directement en bas de la présentation. Donc, vous allez l'avoir la semaine prochaine. Sinon, je peux également le partager dans le chat au courant des prochaines secondes sans aucun problème. On peut continuer. Et je vais conclure avec ça avant qu'on passe avec la période de questions. Donc, comme j'ai dit au début de la présentation, après le webinaire, vous allez recevoir un sondage un lien vers un sondage de satisfaction. Encore une fois, je vous invite à y répondre en grand nombre parce que ça nous aide aussi à orienter les prochains webinaires qu'on va tenir. Donc, c'est quoi les sujets qui vous intéressent et que vous voulez nous entendre discuter à propos de l'analytique RH?
Ensuite, la semaine prochaine, on va vous envoyer un courriel avec la présentation ainsi que l'enregistrement. Donc, pas besoin de prendre des notes ou encore une fois nous demander si on peut vous faire parvenir la présentation. C'est sûr qu'on va vous l'envoyer. Ensuite, notre prochaine activité, encore une fois, le webinaire sur les indicateurs à suivre en 2024 qui va avoir lieu la semaine prochaine, mais en anglais. Donc, si vous souhaitez partager cette activité-là auprès de vos collègues anglophones, on vous invite à le faire. Et finalement, notre prochain webinaire en français va avoir lieu le mercredi 13 mars et ça va porter sur les différents tableaux de bord. Donc, on va démystifier ensemble les différents types de tableaux de bord. Donc, on vous invite à vous inscrire en grand nombre. Et maintenant, on va passer vraiment à la période de questions. Donc, j'ai vu qu'on en avait quand même quelques-unes qui étaient déjà dans le chat. Oui. Tantôt, on a parlé du taux de départ à la retraite, André. Puis, on a une question à savoir, quel est le seuil à considérer pour dire qu'un taux de départ à la retraite est vraiment élevé? Vite de même, là, je dirais 3 3 à 5 OK? Mais ça va dépendre de votre taille d'organisation, là. OK? Parce que si vous êtes une petite organisation puis vous avez un départ, ça se peut que ça fasse augmenter votre taux, là. Fait que ça, il faut faire attention, là. Mais moi, je dis quand on a 3 à 5 là, je pense qu'il y a des gens là qu'on pourrait tenter de retenir, là. Parfait. Après ça, on a parlé des indicateurs vraiment personnalisés, donc consolidés, qui permettent qu'on jumelle plusieurs résultats d'indicateurs, plusieurs indicateurs ensemble. Puis, je voulais savoir, Annie, avez-vous une suggestion pour élaborer un indicateur consolidé sur la marque employeur? Hein, Moi, assurément, sûrement. j'inclurais le taux de rétention, tout ce qui est CV reçu, ce genre de choses-là. Oui, mais il faut que tu ramènes ça en pourcentage. Donc, il Oui, faut que ça soit des pourcentages d'indicateurs. Pour la marque employeur, tu sais, ça pourrait être le taux de visite sur votre site web, comme ça peut être, tu sais, j'allais dire, regardez dans nos blogs, mais j'avais fait un blog sur la marque employeur, mais sur mon vieux blog à moi. Il n'a pas encore été transféré là, sur le blog Cara. Mais j'avais fait la liste des indicateurs que vous devriez suivre pour votre marque employeur. Et c'est certain que là-dedans, ceux qui vous parlent, vous pouvez les prendre, en prendre 3 4 et vous faire un indicateur composite, là. ça risque d'être notre prochain blog pour la semaine prochaine, qu'on va ramener. On pourrait faire ça, oui. Tu as bien raison. Super. On parle de productivité en termes de revenus par employé. Donc, Oui. est-ce qu'on a des recommandations à faire pour les administrations publiques? Oh, quelle belle question. Quelle belle question. C'est certain que les administrations publiques, ça ne s'applique pas. Fait que là, les mesures de productivité, dans ce cas-là, va être différente là, du ministère ou de l'organisation. Va être différente d'une organisation à l'autre, là. Ça faudrait que j'y réfléchisse, là. Mais, tu sais, ça va beaucoup avec les services offerts, hein. Fait que, tu sais, c'est vraiment plus le taux de satisfaction. Tu sais, la productivité, comment on fait pour l'évaluer? C'est plus difficile, là. Puis, tu sais, j'ai pas un cas, il ne me vient pas une idée là, directement là. Moi, je serais plus à aller vraiment avec la satisfaction des citoyens par rapport à euh, à vos. C'est ça que je regarderais surtout, là. Mais pour la productivité, il faudrait que j'y réfléchisse, là. Puis là, on the top of my head, là, il ne me vient rien là, actuellement. Ça, c'est rare. C'est rare que ça m'arrive bien, Vraiment? oui. Vraiment? On va mettre un X au calendrier. Oui, c'est ça. Allez vous acheter un 6,49 parce que là, Voilà. ça me vient pas. Ça me vient pas, là. Mais je vais y réfléchir, hein. Puis si vous voulez envoyer un petit courriel à Amy, là, demandez, André, as-tu réfléchi? Je vais vous arriver avec des idées. C'est sûr. Mm. Super. Ensuite, j'avais une question à savoir si c'était possible d'obtenir le lien vers les indicateurs, le webinaire sur les indicateurs de recrutement. Quand on va faire notre communication pour vous envoyer, on va vous envoyer également le lien vers nos autres webinaires. Donc, vous avez vraiment toute la liste des webinaires, puis ça va être celui-là sur les indicateurs en acquisition de talent. Donc, il n'y a aucun problème, vous allez pouvoir l'obtenir. Vous pouvez le voir aussi facilement directement sur notre site Internet. Donc, pour ceux et celles qui s'y sont rendus il y a quelques minutes, quand on a parlé du webinaire qu'on va tenir en mars, vous avez vraiment la section webinaire et vous pouvez voir vraiment une liste complète des webinaires qu'on a donnés au courant des dernières années sans aucun problème.
Maintenant, mon collègue Gauthier va également activer les micros. Donc, si vous voulez nous poser directement la question ou si vous voulez encore poser votre question dans le chat, on va demeurer disponible au courant des prochaines minutes pour pouvoir y répondre. Oui, parce qu'il nous reste hey, crème, c'est rare ça aussi, on a fini Ça d'avance, aussi, Amy. voilà, c'est vraiment surprenant. Bon, Donc, on reçoit beaucoup de remerciements. Donc, je tiens à vous remercier à tous et à toutes d'avoir été présents ce midi avec nous pour notre premier webinaire de l'année 2024. Puis j'espère que vous avez trouvé ça intéressant et qu'on va vous revoir en mars prochain pour démystifier les tableaux de bord RH ensemble. super. Au revoir tout le monde.